Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très contents avec Grégory de vous présenter un nouveau format de Big Well Insight. Alors le but de ce nouveau format, c'est de passer du temps avec un acteur connu de l'écosystème crypto, de décrypter avec lui l'information, l'actualité. Alors pour cette première, nous démarrons avec Jean-Marie Mognetti, qui est le patron fondateur de CoinShares, l'un des acteurs les plus importants en Europe dans l'écosystème crypto. CoinShares est un gestionnaire d'actifs qui gère quelques milliards d'euros. Donc voilà, on va passer du temps avec Jean-Marie et merci beaucoup Jean-Marie d'être avec nous. Première question toute bête, comment vas-tu? Comment tu as géré ces dernières semaines? Très bien. Comment je vais? Très bien. Merci. Non, je suis ravi d'être là avec vous. Les dernières semaines ont été, on va dire, un peu chaotiques d'un point de vue environnement de marché, mais pas simplement en crypto. Je pense que ça a été chaotique un petit peu partout dans l'univers macro. Et bon, c'est pas la première fois qu'on est c'est la première fois qu'on est dans cette configuration spécifique, mais c'est pas la première fois qu'on est dans une configuration de bear market. Donc à partir de là, il faut se remettre en jambes et être capable d'encaisser les coups. Mais bon, ça revient assez vite en général. C'est un peu comme la bicyclette. Et là, on assiste aux prémices d'une potentielle vague de faillite, avec celle du fonds Three Arrows, du broker Voyager. Comment des entreprises de cette taille, qui sont vraiment considérables pour le secteur, comment ces entreprises ont-elles pu se retrouver dans pareil pétrin? Euh, bah, tout d'abord, je pense que il y a tout, tout cycle économique, peu importe son crypto ou ailleurs, connaît ses héros et ses vilains en fait. Et en général, c'est très très souvent que celui qu'on pensait être un héros hier devient un vilain le lendemain. Et on l'a vu avec Enron. Si on regarde Enron un peu plus près, Enron était le poster child de Wall Street, Mm. l'entreprise du oil business qui savait tout mieux que tout le monde. Et puis d'un seul coup, c'est devenu le super bad guy du oil business et partout tout a commencé. Et c'est un peu la même chose dans les cryptos. Vous parliez à Three Arrow il y a quelques mois, vous parliez à Dieu réincarné. Vous parlez et donc, si vous voulez, il y a toujours ce phénomène de flip qui se met en place. Et bon, il y a la question, c'est qui va être l'acteur, quoi. Donc, on voit Three Arrow qui est dans cette situation un peu délicate. Et bon, Ouais, après, plus bon, que si on regarde. délicate, Pardon? plus que délicate. Bon, j'appelle délicate parce que j'ai pas vraiment tous les faits, donc je veux pas non plus jeter de l'huile sur le feu, donc je connais pas vraiment Il y a beaucoup de choses qui sont dites, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont vérifiables ou qui sont vraiment très vérifiables. Donc Mm. c'est un peu comme Celsius, quoi. C'est Celsius, Voyageur. Il y a plein de compagnies qui ont été exposées d'une manière ou d'une autre, qui font partie de ces compagnies qu'on aurait pu considérer too big to fail, presque d'une certaine manière, parce qu'elle faisait partie d'un risque, elle constituait un risque systémique pour l'environnement Mm. crypto. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'environnement crypto semble être antifragile et semble se renforcer de ces collisions. Mm. Après, ce qui est intéressant à voir, c'est que là, on a vraiment eu des problèmes. C'est toute la partie, on va dire, CeFi de l'environnement. La partie DeFi de l'environnement, elle, quant à elle, même en étant plus jeune, bon, il y a toujours ces problèmes de hack sur les protocoles qui sont des problèmes de sécurité, mais en termes de mécanismes et de deleveraging, a plutôt fonctionné comme elle était censée fonctionner, alors que là où on a vraiment eu des problèmes, c'est là où on a des black box et on ne sait pas vraiment ce qui se passe et où on est lié à la répotification en chaîne qui crée Mm. ces solutions un peu compliquées, quoi. Ouais. Et Jean-Marie, finalement, ce qui est quand même intéressant, c'est que on a vu que plusieurs acteurs, et on a évoqué Voyageur, avaient bénéficié de certaines aides. On pense à ce que FTX et justement Sam Bankman-Fried ont mis en place pour essayer de les aider. Ça n'a manifestement pas suffi. Comment tu expliques que voilà, autant de fonds injectés dans notamment Voyageur n'ait rien changé à la donne et finalement, voilà, ils ont fait faillite. Parce qu'on Alors, je précise ne que sais quand pas même, si, je sais pas si tous les cas sont comparables, hein. Je sais, parce que, encore une fois, c'est des boîtes privées, sauf Voyageur qui est une boîte publique. Et donc, les datas qu'on a sont quand même très, très limitées et sont, entre guillemets, sous scellées et réservées
aux parties, quoi. Donc, comme nous, on n'est pas partie prenante à ce genre de discussion ou sous NDA, on n'a pas accès à grand-chose de plus que ce que la presse ou les forums rapportent. Donc maintenant, je pense que les différents acteurs ont essayé différentes solutions. On voit la manière de faire de Celsius, entre guillemets, de ce qu'on voit, semble très très différente de ce que BlockFi ou de ce que Voyager, par exemple, ont essayé de mettre en place. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, je pense qu'il faut comprendre, c'est que dans certains cas, notamment Voyager, bon, alors, il y a le trou qui est lié à Three Arrow, à l'exposition Three Arrow, mais à partir de là, la question, c'est comment on évite un bank run sur Voyager et comment les gens gardent la confiance et ne sont pas en train de tous de dire je vais récupérer mon argent le premier pour que le dernier, en fait, soit celui qui prenne la paume. C'est un peu comme les chaises musicales à l'école, quoi. Moi, quand j'ai joué aux chaises musicales à l'école, c'était pas s'il y a 10 enfants et 9 chaises, on va pas, enfin, il y en a un qui se retrouve sans chaise. Il n'y a pas une fraction de chaise qui est réservée au 10e, quoi. Donc, donc, les gens ont dans leur psyché ce facteur en disant il faut absolument que je sois le premier dehors. Le premier dehors, et du coup, comme tout le monde veut être le premier dehors, on se trouve avec ce type de bank run qui se met en place et où en fait il y a une perte totale de confiance. Donc Sam peut essayer avec sa personnalité et avec le charisme que représente FTX, que représente Alameda dans l'écosystème, peut essayer de jouer un rôle d'accalmie et entre guillemets essayer de temporiser en disant les gars, on est là pour essayer de combler les pertes. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est suffisant pour recréer la confiance et vraisemblablement, dans le cas de Voyager, ça n'a pas suffi pour entre guillemets calmer le flot de rédemption qui aurait permis d'avoir un exit beaucoup plus ordonné. Et c'est tout le problème, en fait. C'est cette question de gestion de l'effet. Il y a un effet. Il y a un effet Venturi qui se met en place sur les rédemptions. Et à partir de là, c'est soit on arrive à renouveler la confiance, soit on n'y arrive pas. Et donc, ils ont essayé. Ça n'a pas trop mal marché au départ, mais ça n'a pas été suffisant. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur Three Arrows. En fait, comment ça se fait qu'on en arrive à cette situation-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour Three Arrows pour qu'on en arrive à une liquidation? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que tout le monde voudrait savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a... je pense que maintenant, il y a eu un filing au BVI pour liquider la boîte et pour, entre guillemets, essayer de protéger les assets de la boîte pour que les créanciers puissent essayer de récupérer quelques assets. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé vraiment j'ai pas de réponse exacte ou de réponses qui sont affirmatives et qui serait une vérité absolue. Je pense que j'ai des pistes et la piste c'est que on ne prête qu'aux riches et qu'en fait ils avaient une personnalité tellement énorme en crypto c'est même pas en crypto, ils avaient une personnalité tellement énorme sur Twitter, dans le Twitter crypto, qui faisait que leur influence était tellement importante que je pense que les gens ont baissé, enfin les gens, leurs contreparties ont naturellement baissé la garde par rapport à des choses qui auraient été faites différemment en d'autres temps. C'est toujours le même problème. Hein. On en revient toujours à un problème de fear of missing, de greed is good, et c'est toujours ce même problème qui revient indéfiniment crise après crise. Et est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été impliqués dans le crash de l'écosystème Terra Luna? Est-ce que c'est ça le catalyseur de leur effondrement? Comme toute position leveragée, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de leverage dans leur position, comme toute position leveragée, il y a un catalyste dans l'effet domino en interne, quoi. C'est-à-dire et donc chez eux, je pense que très vraisemblablement, on va dire la chute du prix de Bitcoin, la chute du prix de Bitcoin et Ethereum en général était déjà painful, et je pense que ça a été accéléré par
l'importance de leur exposition sur Luna qui a été juste write-off, quoi. Donc, bon, à partir de là, je pense que ça fait 2, ça fait 2 sur 3 et il manque pas grand-chose après pour que ça continue à aller dans le mauvais sens, quoi. Mais Ouais. bon, surtout à partir de là, si tu veux, quand ils viennent sur les marchés et parlent de Luna, leur aura d'un seul coup pour un coup, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même cette aura d'être intouchables et de marcher sur l'eau. Et donc, d'un seul coup, la confiance est remise en cause très, très rapidement, quoi. Ouais. Et alors justement, Jean-Marie, toi, tu gères une société d'investissement sur les cryptos. Vous étiez en relation avec Three Arrows. Enfin, on parle quand même d'un acteur qui a presque une dimension systémique hein, à l'échelle modeste de la CeFi. Enfin voilà, c'était vraiment un acteur incontournable ou pas tant que ça? Je pense qu'ils faisaient très bien leur shopping. On leur a parlé plusieurs fois. J'ai rencontré Kyle et j'ai jamais rencontré Sue. J'ai rencontré Kyle une fois ou deux Ouais, par visioconférence, mais on n'a jamais eu de relation business avec eux, quoi. Donc, on n'a jamais eu de. euh, le problème du capital market en général, surtout en crypto, c'est qu'il y a un problème de fit avant tout. Et la question, c'est est-ce qu'il y a un fit, quoi. Et donc, il n'y a ouais, pas eu de fit spécifique. Donc, en général, c'est soit on poursuit, soit on ne poursuit pas. Ça marche. Il y a quand même un énorme facteur confiance dans ces relations qui se mettent en place. Et bon, les circonstances n'étaient pas en place pour qu'il y ait un fit au moment donné. Donc, et puis, ils sont jamais revenus à la charge non plus, quoi. Donc, on a vraiment jamais eu un besoin nécessaire. Mais bon, CoinShare ne travaille pas avec tout le monde. Hein. CoinShare est quand même très, très, on va dire, limité dans le nombre de contreparties qu'on a et on les choisit vraiment une par une. mm, Donc, c'est vraiment une activité propre qu'on a et on essaie vraiment ok. de rester ce Ouais, modèle. ouais. Et Et, ce qu'on a vu, pardon, euh, et ce qu'on a, ouais, et ce qu'on a vu là avec justement Three Arrows, est-ce que vous, ça va vous pousser à accentuer les contrôles, à être encore plus vigilant sur les contreparties, ou Ah bah finalement vous étiez déjà au top? ça ne fait que renforcer, le problème, quoi. C'est-à-dire que on a un audit committee qui est très très en pointe sur ça. On a un département compliance qui est aussi très très à cheval sur avec qui on peut faire du business ou pas. Euh, c'est sûr que ça donne de l'eau à leur moulin, quoi. C'est-à-dire que ceux qui voulaient nous ajouter des contreparties, Ouais, c'est toujours la même problème. Tu as toujours en interne cette dynamique entre ceux qui veulent ajouter tout le monde comme contrepartie pour avoir une exposition beaucoup plus importante et un côté compliance, risque régulatoire qui dit non, non, attendez les gars, on peut prendre que X, Y et Z. Et donc c'est toujours cet effet de contrepoids qui se met en place. Et je pense qu'aujourd'hui, le contrepoids est significativement en faveur du département audit, risque et compliance pour dire on va quand même faire attention ils font des checks tous les 3-4 mois, ils font des checks sur nos contreparties. Donc c'est un process permanent en fait. Mais c'est vrai que là, après des événements comme ça, ne serait-ce que par rapport aux discussions qu'on a avec différents régulateurs ou aux discussions qu'on a avec le marché en général, parce qu'en même temps, une boîte listée, tous les quarters, on doit venir voir le marché en expliquant ce qu'on fait. Donc, on essaye d'être assez, on va dire, précis et tatillon sur ce genre de choses, quoi. Donc, alors que beaucoup de gens ferment les yeux. pour en revenir plus globalement à Three Arrows, est-ce qu'on peut dire que cet acteur est systémique? Est-ce que sa faillite poserait un énorme problème pour la stabilité du marché? Bah, il est systémique. Il est systémique. C'est une question. C'est un point de vue relatif, quoi. C'est-à-dire que il pouvait être vu comme systémique avant de faire faillite. Et puis, bon, là, on a vu les liquidations sur ce Arrow ont eu lieu. C'est passé. Hein, donc on l'a vu. C'était peut-être un Bitcoin à 24 000 qui descend à 19 000 sur un drop, même peut-être 17 500. Bon, on l'a vu se passer. Bon, je ne dis pas que tout est fini et que le plus bas a été touché, mais l'effet de liquidation, je pense, est derrière nous. Donc, et je pense que les grosses liquidations qui devaient avoir lieu ont eu lieu. Enfin, touchons du bois, mais bon, je vois pas.
Je pense que l'étape d'après, c'est comment un problème comme 3Arrow va redéfinir l'écosystème où, par exemple, tous les hedge funds qui investissaient dans du unsecured lending parce que c'était un bon moyen de gérer leur trésorerie arrêtent de le faire parce que d'un seul coup, c'est moins sécure qu'ils pensaient que c'était. Enfin, c'est moins solide qu'ils le pensaient, quoi. Donc, à mon avis, ça va vraiment changer la donne d'un point de vue euh, accès à la liquidité en crypto, où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre un peu de recul et se demander comment ils veulent apporter la liquidité à cet écosystème. D'accord. Et il y a une autre épine dans le pied, hein, quand même, dans le secteur. On en parlait un petit peu tout à l'heure, hein, c'est Celsius. On les pensait très très proches de la faillite, peut-être un peu moins maintenant, parce qu'ils protègent un peu leurs collatéraux. Qu'est-ce que tu en penses? On va s'en sortir comment de cette histoire? Celsius, je connais pas du tout l'envers du décor. Tu me demandais tout à l'heure, est-ce qu'on va travailler avec 3Arrow? La réponse était non. La même question sur Celsius, la réponse est aussi non. Et sur Voyager, la réponse est aussi non. Et sur BlockFi, la réponse est aussi non. Donc on n'a pas vraiment de... On a des relations parce qu'on les connaît, mais on n'a pas vraiment eu affaire à eux d'un point de vue business. Donc je ne peux pas vraiment te dire ce qui se passe et quelle est leur volonté forte. Maintenant, bon, ils ont filé un Chapter 11 aux US, c'est assez clair. Donc c'est un process de bankruptcy. Après, donc la direction semble assez claire. Maintenant, dans un process de bankruptcy, c'est comment tu maximises l'outcome pour tes créanciers, quoi. Donc, bon, en général, c'est les avocats qui maximisent l'outcome, pas les créanciers, mais bon, je pense qu'il y a, bon, la question que tout le monde se pose, c'est comment avec quel argent ou avec quel collatéral ils repayent, si tu veux, avec quels assets ils repayent les poules en DeFi, quoi. Donc, si c'est donc, il y a beaucoup de petits reporters ou de petits clients qui se disent, mais c'est peut-être mon argent qui est utilisé pour faire ça. Et donc, bon, c'est cette absence de transparence qui rend le problème très, très compliqué et très, très unknown, on va dire. Il y a personne. Enfin, je pense qu'il y a des personnes comme FTX ou Alameda qui ont dû regarder le dossier d'un point de vue sauvetage. Bon, pour CoinShares, c'est trop gros, donc on n'a même pas regardé. Mais donc, je pense que ces gens-là ont des informations que les gens de l'externe ne peuvent pas avoir. Maintenant, c'est certainement sous NDA et sous plein de petits blocages comme ça. Donc, je pense que ça va être difficile d'avoir de vraies informations sur ce qui se passe en interne. En tout cas, tant que les documents de la Cour ne sont pas sortis, peut-être qu'une fois que les documents américains seront sortis, il y aura des transcripts et des choses un peu plus claires qui permettront d'y voir clair. Pour l'instant, c'est assez flou. Ouais. OK, et Jean-Marie, ce qui est intéressant, c'est que le point commun entre la plupart de ces acteurs, c'est que, Ils ils n'ont pas de relation croyaient avec CoinShares. comment? Ouais, Ils n'ont pas de relation avec CoinShares. non, bah, c'est bien, c'est bien noté et alors justement, tous ces acteurs, voilà, ont quand même un point commun, c'est d'avoir, cru et porté, une certaine vision, à savoir, le fait que nous vivions un super cycle, dans la crypto et que, voilà, 2020 était le début, de, plusieurs années de hausse et de développement du secteur. Bon, manifestement, ça n'est pas exactement, ce qui s'est passé, enfin du moins pendant 18 mois, c'est ce qui s'est passé, mais là depuis, quelques mois, ça s'est arrêté. Est-ce que, tu penses que cette idée de super cycle est, derrière nous, enfin qu'on peut l'oublier? Alors, ouais, deux choses. Je pense pas qu'ils aient porté ça de manière complètement. Je pense pas que la théorie était complètement fausse. Je pense qu'il y avait les promesses de départ et après, comme d'habitude, il y a toujours des abus, quoi. La question, c'est et je pense que dans une promesse de faire venir plus de clients sur une plateforme, dans une promesse de toujours avoir. Parce que je regarde une boîte comme Voyageur. Voyageur, ça fait, je crois, de mémoire, ça fait 120 millions de résultats ou 110 millions de résultats ou de revenus top line en Q1 et ça perd 50 millions en bottom line, quoi. Donc, c'est quand même des boîtes qui sont, enfin, en tout cas pour Voyageur, qui est la seule publique, donc c'est la seule dont tu connais vraiment les chiffres. C'est des boîtes qui étaient vraiment axées sur le customer acquisition à tout prix, avec une maîtrise du cost of acquisition qui était certainement pas très très affinée, puisque bon,
ils perdaient quand même beaucoup d'argent sur le customer acquisition. Et donc, la seule manière de retenir les customers, c'était vraiment de payer du earning qui soit très compétitif. Et c'est là où on se retrouve avec cette montée en gamme entre tous les acteurs qui se tirent un peu la bourre les uns les autres en disant nous, on est mieux que l'autre, on est mieux que Celsius, on est mieux que BlockFi. Et bon, mais le problème, c'est que ça, c'est ce que tu donnes à tes clients, mais pour pouvoir donner ça à tes clients, c'est quel risque tu es prêt à prendre, quoi. Et donc, plus tu donnes à tes clients pour être le meilleur, plus de l'autre côté, le risque augmente. Et bon, les terms and conditions de ce genre de business sont assez, on va dire, flexibles en faveur de boîtes comme Celsius ou de boîtes comme Voyageur. Donc, derrière, les gars, ils prennent des risques qui sont aussi alignés avec ce que leurs clients Mmh. veulent comme retour. Et c'est Mmh. là où il y a un peu l'excès. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est le management de Voyager qui est responsable, mais d'un certain côté, je pense que la folie et encore une fois, le fear of missing des clients les pousse aussi dans cette direction-là. Donc, je ne pense pas que Ouais. Steve avait monté des business très solides avant chez Voyager. Bon, il a eu c'était il s'est retrouvé dans une position où il fallait qu'il puisse faire venir des clients sur la Ouais. plateforme. Donc, c'est un peu une. C'est peut-être trop facile de juste dire que c'est juste le management qui est coupable. Je pense que le management répondait aussi à une demande client, en fait. Et donc, je pense que c'est un peu il y a un double effet finalement où je pense qu'ils sont. Mmh. Je pense que le cycle était il y avait une auto-prophétie sur le cycle où tout le monde voulait que ça aille plus haut. Et ça entraîne toujours ce genre d'abus. Et D'accord. Jean-Marie, pour le coup, on parle beaucoup d'acteurs qui ne sont pas européens. Est-ce que tu penses qu'on va, voir dans les semaines ou les mois qui viennent, des entreprises européennes aussi touchées par, finalement ce phénomène de il y a un moment donné, on voulait tellement, rémunérer les clients on s'est fait prendre, par le marché et ça va mal finir? Bah, je crois que blockchain.com, c'est une boîte néerlandaise, en tout cas en termes de statut. Donc, donc, je crois qu'ils ont annoncé vendredi qu'ils avaient une exposition. Bon, alors, c'est pas la même. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au programme Earn qu'ils avaient ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas exactement quels sont les détails là. Mais bon, c'est pas vraiment une boîte européenne au sens où Hmm. une boîte comme Ledger est une boîte européenne, quoi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, je pense qu'on n'a pas vu encore d'acteurs européens. Il y a quand même eu quelques cas hein, déjà en Europe. Hein. Je pense qu'il y avait une petite boîte française qui faisait un programme de Earn sur Encore et donc qui est passé à la trappe très rapidement une fois que Terra a eu ses accidents. Donc il y avait quelques petits soucis, mais je pense que Tu parles ici de Just Mining. peut-être, je connais pas le nom, mais ouais, si tu dis que c'est ça, c'est ça. Mais je pense que surtout la différence, c'est qu'il n'y a pas d'acteur européen de taille qui permet de comparer à un voyageur, un Celsius ou un, ou un BlockFi. C'est-à-dire que euh, ce scaling, cette capacité de scaling qui est quand même remarquable. Hein. C'est des boîtes qui multiplient leur staff par 3, 4, 5 en 6 mois. Quoi. Donc, c'est des trucs qu'on ne sait pas faire en Europe. Hein. Mais enfin, donc on n'a pas les modèles en Europe. Quoi. Ça n'existe pas. Et bon, ça renvoie à la régulation autour autour du temps de travail, ça renvoie comment on emploie les gens. Enfin, tu veux embaucher 80 personnes aux US pour la fin du mois, tu peux. Les gens sont employés at will, ils quittent leur Ouais. job une semaine après, ils sont chez toi. C'est qu'une question de rencontre d'offres et de demandes en France, pas forcément en France d'ailleurs, ça peut être en Angleterre ou ailleurs en Europe continentale. Il y a quand même une réglementation autour du droit du travail qui fait que les gens sont beaucoup plus collés à la position que même s'ils veulent partir, ils ne peuvent pas partir si facilement que ça. Il y a un préavis, il y a des choses à faire qui font que les Hmm. entreprises ne grossissent pas de la même manière. D'accord. Et plus globalement, là, ton pronostic pour le marché sur les mois à venir, là, comment ça va se passer? On sent quand même une certaine dépression hein, sur les marchés. Les gens n'ont pas le moral. Hein. Comment C'est t'anticipes fébrile, les hein. choses? C'est très fébrile, mais c'est pas. Mais est-ce que la fébrilité, je pense que la fébrilité, elle n'est pas juste liée aux cryptos. Je pense qu'elle est liée à l'univers macro en général. Je Bien pense sûr. qu'on a un univers macro qui est absolument unique en termes de setup.
on a un mix historique qu'on n'a jamais vu avant. C'est-à-dire qu'on a déjà vu une guerre, on a déjà vu, de l'inflation, on a déjà vu. Bon, une politique monétaire qui ne marche plus, ça on l'a moins vu, mais ou en tout cas dans cette dimension-là, on l'a moins vu. Donc c'est des éléments pris individuellement qu'on connaît, c'est des événements pris tous ensemble qui devient beaucoup plus compliqué à apprécier et à comprendre. Et en fait, il y a trop de variables finalement. On est dans un système où il y a tellement de variables qu'on se dit, eh bien, j'en bouge une, j'en ai deux autres qui bougent aussi, quoi. Et ça devient compliqué à faire de la macroéconomie, là, quoi. C'est-à-dire que Ouais. tous les modèles en économie fermée ou en économie ouverte que vous apprenez en, en université ne marchent plus, quoi. C'est-à-dire que là, on est dans un nouveau cycle d'alchimie totale. Et donc, on apprend au fur et à mesure qu'on essaye, Ouais. quoi, hein. Donc, c'est vraiment. Donc, bon, je pense Et- que les cryptos sont otages du marché en général. Je pense que la fébrilité sur le marché en général se transcrit dans les cryptos. Les cryptos étant une nouvelle classe d'actifs, ça se surtranscrit dans les nouvelles classes d'actifs. C'est en général à la hausse comme à la baisse. Et donc, on a un marché qui n'est pas, qui est pas en très, très grande forme. Euh, Maintenant, il y a toute cette théorie qu'on appelle du découpling, qui est quand est-ce que les cryptos vont commencer à se comporter comme un asset qui est en lien avec ses propriétés et ses attributs, notamment sur Bitcoin, qui est d'avoir une limited supply euh, en place. Bon, la question, c'est quand est-ce que ça va se passer et quand est-ce que ça va se mettre en place. Je pense Et, qu'on est encore un peu tôt. et justement, tu vois, j'en parle beaucoup autour de moi auprès d'investisseurs hein, qui confirmés hein, sur le Bitcoin. Il y a une certaine déception dans le fait que Bitcoin n'est pas un rempart contre l'inflation. Est-ce que tu penses que ça peut entacher durablement la perception que les gens ont dans Bitcoin? Alors, l'argument Bitcoin était un asset contre l'inflation, c'était un argument qui était absolument en béton armé, qui était l'argument de vente de tous les fonds. Euh, Maintenant, là, on peut, d'un point de vue purement théorique, sont parfois dans un marché risk-off, le bond market est l'endroit où il faut se mettre. Et aujourd'hui, le bond market, bon, c'est pas extraordinaire non plus, quoi. Donc, et on parle de l'or et l'or, c'est pas non plus très très extraordinaire, quoi. Donc il y a plein, donc il n'y a pas grand chose aujourd'hui qui fonctionne comme il devrait fonctionner naturellement, en fait. Et donc jeter entre guillemets le bébé avec l'eau du bain en disant Bitcoin n'a pas fonctionné, je pense que c'est un tout petit peu réducteur. Je pense que surtout, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en fait, tout est à vendre. Les gens vendent tout ce qu'ils peuvent vendre parce qu'ils sont en train d'essayer soit de couvrir d'autres positions. Et donc, vos meilleurs winners sont à vendre parce que vous couvrez des positions que vous devez garder. Et donc, c'est typiquement ces retournements de cycle où Bitcoin accélère à la baisse. Mais bon, il y a beaucoup, beaucoup de liquidations. Deux, il y a beaucoup de leverage aussi, hein. Bon, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, mais il y avait beaucoup, beaucoup de leverage, aussi bien en CeFi qu'en DeFi sur crypto. Donc, tout l'exercice de deleveraging qui est apparu beaucoup plus tard, hein. Il y a eu un deleveraging qui a apparu dès Q4 l'année dernière, ou même late Q3 sur les assets traditionnels, qui ne s'est pas passé de la même manière sur les cryptos. Donc, les cryptos ont commencé le deleveraging beaucoup plus tard, mais par contre, ont accéléré beaucoup plus fort. Et donc, l'accélération a aussi créé les paniques qu'on connaît. Ouais. Donc, il y a différents phénomènes qui se sont mis en place. Est-ce que c'est la fin de Bitcoin? Je ne pense pas. Je pense que les fondamentaux de l'univers crypto aujourd'hui sont très très bons. Ce qui est construit aujourd'hui en crypto, enfin, c'est incroyable, quoi. Le prix est vraiment décorrélé de ce qui se construit, quoi. C'est-à-dire que si on regarde des boîtes comme Uniswap, si on regarde des boîtes comme Curve, ou des trucs qui sont juste incroyables, qui se construisent en termes de euh, on va dire, d'innovation financière et d'innovation technologique, euh, c'est vraiment pas. Le prix est vraiment une mauvaise réflexion, en fait. Parce que tout D'accord. est un peu oversold, quoi. Et alors justement, Jean-Marie, est-ce que tu penses que nous sommes rentrés dans cette phase où
voilà, les prix sont relativement bas et finalement, c'est comme tu le dis, à ce moment-là que les entreprises travaillent le plus sur des services, des fonds, et d'ailleurs on le voit notamment en France, hein, lancent des véhicules dédiés au Web3 pour justement financer des startups. Est-ce que tu penses que ouais, sur les 2-3 prochaines années, c'est là que vont se construire les prochains géants du Web3 et de la crypto? Je pense que déjà je pense que les entreprises qui vont survivre avant même de parler de nouvelles entreprises, ça a des entreprises qui vont survivre. C'est-à-dire qu'il y a un énorme ménage qui est en train de se mettre en place d'une manière ou d'une autre, qui a déjà bien commencé ou qui est en cours. Et je pense que ce ménage, déjà, va permettre de faire émerger de l'univers crypto en général des compagnies qui sont solides et qui sont là pour les 20, 30, 40 prochaines années. Euh, si tu compares le cycle de développement de crypto au cycle de développement de l'Internet, quand Pet.com explose, Amazon qui traitait à son plus haut niveau à 80 $, traite à 6 $. Euh, la lettre de Jeff Bezos à ses employés, c'est de pas de dire la boîte est foutue, c'est de dire la boîte n'a jamais eu une situation financière aussi saine et des principes internes aussi bien montés. Mais par contre, le marché, lui, comprend rien. Mais bon, c'est parce que le marché en général comprend rien. Là. On prête au marché une capacité d'efficience. Je pense que c'est juste on lui prête. Hein, c'est pas tout à fait Ouais. une réalité, quoi. Et, Et quand tout se précipite et hmm, que les boîtes que les boîtes soient bien ou pas très bien, finalement, tout est jugé de la même manière. Ça prend du ok. temps pour que justement le découpling, encore une fois, se mette en place entre les boîtes qui ont des bons fondamentaux et les boîtes qui ont des mauvais. Donc, pour revenir à ta question, je pense qu'on va avoir des entreprises qui vont passer cette crise et qui seront là demain et pour un temps long. Et puis deux, je Ouais. pense que oui, je pense il y a énormément de, il y a énormément de talents qui rejoignent le Web3, qui rejoignent la crypto en Ok. général. Et je pense que les bear markets sont toujours des moments pour construire. Hein. Quand le marché s'accélère et que tout devient fou, ou tout Ouais. devient pas fou, mais tout devient tellement rapide et tellement sous pression, ça devient très difficile de construire. C'est vraiment de la gestion au jour le jour à ce moment-là. Ouais, ouais. Et alors, justement, tu parles de bear market. Bon, dans un bear market, évidemment, tout le monde attend quelque chose qui s'appelle le bottom, donc le point bas. Est-ce que tu penses qu'on est encore loin de ce point bas ou bon, voilà, vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, on s'en approche et d'ailleurs, certains aux États-Unis expliquent que, voilà, avec les liquidations qu'il y a eu, on n'est pas loin de ce bottom. Je pense que les liquidations, comme j'ai dit un peu avant, je pense que les liquidations qui devaient avoir lieu ont eu lieu. Je pense pas qu'il y ait beaucoup. Je pense que on va encore assister à à du deleveraging en général parce qu'il y a beaucoup de loans ou de cash qui a été prêté sur des maturités un peu plus longues ou des durations un peu plus longues qui a pas été encore, qui n'est pas encore arrivé à échéance. Et je ne suis pas complètement sûr que tout ce cash soit renouvelé ou rollé dans de nouveaux loans. Donc je pense que la capacité de financement sur les marchés crypto euh, n'est pas encore à son point bas. Et je pense que bon, et donc je pense que quand une fois qu'on sera à ce point bas là, on sera au point bas du deleveraging. Après, je pense que gros, dans ces eaux-là, ça ne veut pas dire qu'on va pas aller plus bas, hein, mais je pense que dans ces eaux-là, on est quand même à un point où on est relativement bas. Je pense que on peut dire 16 700, des choses comme ça. Il y a des niveaux de points bas qui sont regardés par les analystes techniques. Ok. Après, ça devient vraiment une fonction de quelle est la dynamique de marché et puis aussi l'effet contagion sur qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq et sur d'autres choses. Quoi. Donc, c'est pas simplement lié à l'univers crypto lui-même. Mais bon, je pense qu'on a vécu le pire. Voilà comment le résumer. D'accord. Et tu parlais de projets que tu trouvais vraiment ingénieux, hein, comme Uniswap, comme Curve. Est-ce que tu aurais d'autres projets importants qui te plaisent?
Je vais pas rentrer dans une liste parce que je vais me faire des ennemis et pas beaucoup d'amis parce qu'on va dire, tu n'as pas parlé de X ou d'Y ou Z, donc je vais surtout pas faire cette liste. Bon, après, les projets qui me plaisent, c'est vraiment ce qu'on fait chez CoinShare. C'est que CoinShare, on vient de finaliser l'acquisition de Napoléon. Donc on vient d'obtenir cette licence de régulation en Europe et notamment en France avec l'AMF. Donc on est super content d'avoir cette relation avec l'AMF qui fonctionne bien. De pouvoir redévelopper du business en Europe, c'est quand même assez excitant pour nous. On relance la première version de Napoléon qui est cette capacité d'aider les gens à obtenir de meilleurs retours sur investissement sur leur stratégie en général de hodl. Donc c'est sur leur crypto exchange directement, c'est agnostique, c'est pas lié à un exchange en particulier. Donc c'est super intéressant de voir ça repartir. C'est un point de départ pour nous dans le consumer. C'est vraiment c'était vraiment le reset de remettre ça en place et le faire relancer. C'était comment on commençait dans le consumer. Donc, on est vraiment très, très excité par tout ça et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. D'accord. Et on parlait précédemment de FTX, hein. Est-ce que tu penses que c'est le grand gagnant de la recomposition du marché? Je ne sais pas si c'est le grand gagnant. Je pense que c'est une bonne question, en fait, parce que la question, c'est comment tu définis le gagnant? C'est, ils ont récupéré, non, assumons qu'ils ont récupéré BlockFi. Est-ce que BlockFi, c'est un asset super la vraie question, c'est qu'est-ce que FTX veut faire ou qu'est-ce que FTX veut être et je ne pense pas que la volonté de FTX soit liée aux cryptos. Je pense que la volonté de FTX, elle est liée au marché financier en général. Elle est beaucoup plus vaste que la simple question des cryptos. Et donc, je pense qu'ils ont une ambition qui est. Enfin, je pense que leur ambition est beaucoup, beaucoup plus grande que ce qu'on leur prête, en fait. Donc, je suis pas sûr que BlockFi soit une énorme prise de guerre pour FTX. Je pense que il y avait des rumeurs la semaine dernière sur Robinhood. Il y avait des choses qui étaient des trucs qui sont beaucoup plus gros, on va dire, que BlockFi en termes de synergie et en termes de qu'est-ce que de nouvelles opportunités de marché pour FTX. Et c'est super excitant. C'est toujours super excitant de voir des boîtes grossir et grossir à ce rythme, et surtout dans des conditions de marché qui ne sont pas évidentes. Et alors justement, Jean-Marie, quand tu évoques les ambitions de FTX, pour toi, au-delà d'une opération comme BlockFi, enfin, tu les vois aller où? Leur but, c'est quoi? C'est de devenir beaucoup plus qu'un exchange crypto, c'est de devenir la plus grosse boîte. Tu parlais de Jeff Bezos et d'Amazon. Ça peut être une ambition de cette nature? Je connais pas très bien ça, mais je peux pas parler je peux pas parler sans savoir, mais je pense qu'il y a quand même une ambition de créer un géant des marchés financiers, un géant des services financiers. Oui. Alors, est-ce que ça sera sur le modèle d'un CME ou sur le modèle d'un Goldman Sachs? Je n'ai pas la réponse. Je pense que seul Sam l'a dans son fort intérieur en sachant exactement ce qu'il nous concocte. Mais non, il y a quand même une volonté de créer quelque chose de durable et de quelque chose quelque chose d'ambitieux, quoi. Donc c'est non négligeable. Et donc, moi, je trouve qu'on commence à voir un duel entre FTX et Binance qui est en train de se mettre en place. À ton avis, quel est le mieux positionné des deux pour conquérir le marché crypto? Bon, le duel qui se met en place, comme tout duel, est-ce que c'est un duel organisé ou est-ce que c'est un duel de comédie, quoi? Est-ce que c'est une pièce de Molière? Est-ce qu'on a affaire à une pièce de Molière ou vraiment à une vraie euh, bataille des chefs? Et bon, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu je t'aime, moi non plus entre les deux. Je pense qu'il y a énormément d'admiration entre les deux d'ailleurs, parce qu'ils construisent des business qui sont tous les deux très, très euh, euh, scalable les deux vont très très vite. Donc, je pense qu'il y a une naturelle compétition qui se met en place entre qui sera le premier à faire un truc. Mais bon, je pense qu'ils ont aussi des modèles très très différents des deux côtés. Et je pense que les ambitions de l'un sont aussi très très différentes des ambitions de l'autre. Je pense que donc on se trouve vraiment des. Et donc ce qu'on voit vraiment, c'est cette surface sur Twitter qui est toujours assez entre guillemets subversive, pas par sa nature, parce que finalement, on prend que ce qu'on veut prendre et
on laisse le reste et on comprend aussi ce qu'on veut comprendre. Et puis, l'interprétation des mots sur Twitter n'est pas forcément la même. Et puis, je pense surtout, vous avez une grande différence de culture entre les deux, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, tu as un Sam qui est très, très américain dans sa culture, même s'il il a voyagé et vécu à l'international. Et puis, on a quand même une influence asiatique très, très forte sur Binance, quoi. Et donc, c'est des modèles de culture et d'éducation qui sont très, très différentes et qui font que, bon, bah, parfois, les, enfin, il y a une choc, il y a un choc, il y a un choc au sommet, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas d'accord sur quelque chose et aujourd'hui, au lieu de prendre le téléphone, on fait ça. Peut-être qu'ils prennent le téléphone aussi, j'en sais rien, mais bon, ils font ça sur Twitter au lieu de faire ça au téléphone, quoi. Et il faut quand même rappeler que parmi les tout premiers investisseurs de FTX, il y avait Binance. Donc à la base, il y a quand même des liens. Ils se connaissent depuis un bon Mais ils se moment. connaissent, mais tout le monde se connaît, c'est la crypto. C'est pour ça que parfois, les plus gros clashs sur Twitter, en général, sont organisés par des gens qui se connaissent très bien. C'est que enfin, Twitter, c'est quand même une énorme scène de théâtre avant tout, et les gens organisent des duels sur Twitter. Je crois d'ailleurs ça s'appelle un Twitter clash, quoi. Ça s'appelle pour ça pour une raison. C'est organisé, c'est comme les rappeurs qui font des battles, quoi. C'est pareil, quoi. C'est un petit peu aussi. Il y a un côté Pour la beauté, d'ailleurs qui ouais, existe, quoi. c'est pour la C'est beauté pour de la la chose, beauté du quoi. sport, quoi. D'accord. Et alors justement, en parlant de beauté, beauté du sport, il y a quand même un troisième acteur, alors dont on parle peut-être un peu moins en ce moment, qui est Coinbase, hein, qui est bah, aussi, on va dire, le troisième mousquetaire dans les plateformes crypto. Eux, ils se sont introduits en bourse il y a maintenant un peu plus d'1 an. On voit qu'ils connaissent pas mal de difficultés, hein, le cours a beaucoup chuté. Euh, Est-ce que tu les vois en difficulté justement par rapport à des acteurs hyper véloces comme FTX ou Binance? C'est vraiment deux. C'est que c'est vraiment. Je suis même pas sûr que tout ça soit comparable. C'est que Ok. c'est comparable au premier niveau parce qu'en fait, ils ont tous un exchange. Et puis, une fois qu'on gratte, je pense que rien n'est comparable. Euh, le point fondamental entre les trois, la différence, c'est qu'il y en a un qui est listé sur un exchange américain et qui est pris en revue par la SEC de manière assez régulière, et les autres ne le sont pas. Et donc, des boîtes comme Coinbase sont enfin, à mon sens, hein, après, c'est mon opinion personnelle, c'est pas forcément j'ai pas accès au dossier, hein, mais Hmm. euh, à mon sens, sont à des milliards d'années-lumière en avance sur tout ce qui est réglementation et ce que veut voir la SEC pour être confortable. Ça, bon. D'accord. Et je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi Coinbase n'arrive pas à grossir de manière aussi forte qu'un FTX ou qu'un Binance, c'est que tout ce qu'ils font, avant même qu'ils puissent faire quelque chose, ça repart dans un cycle de legal et de compliance qui est très très élevé. Nous, on le voit sur CoinShare, hein, euh, le fait d'être une boîte listée vient avec beaucoup d'avantages en termes de réputation et en termes de perception de marché, euh, vient avec beaucoup de désavantages. Un, on a un prix tous les jours et le prix en général ne veut absolument rien dire par rapport à notre business. Et je pense que c'est la même chose pour Coinbase, surtout aujourd'hui. Euh, et deux, bah, toutes les décisions qui sont prises avec un focus qui est complètement différent. C'est-à-dire que euh, toute la partie dont on parlait plus avant, Audit Committee, Risk Committee, Legal Compliance, prend un poids énorme par rapport à une boîte qui est juste focus sur le growth et le client acquisition, quoi, donc, et l'innovation. Donc on a vraiment deux modèles très très différents. Après, la question de la pérennité se met en place, donc dire que comment tu peux devenir. Il y a un moment où tout ça doit se normaliser, c'est-à-dire que euh, des boîtes comme FTX et Binance, FTX et Binance aux US font beaucoup d'efforts, mais c'est un point déjà pour être en carré par rapport à tout ça, mais c'est un autre niveau d'être listé, hein, c'est encore un autre niveau de demande. Et donc à ce moment-là, c'est comment le poids de ce qu'ils ont pu créer pendant des années devient aussi un handicap pour être listé, quoi. Euh, bon, après, tu parlais du prix. Bon, je pense que les prix des marchés
de private market et du marché non listé est complètement aberrant. On a quand même vu un nombre de dossiers. Je pense que chez CoinShare, on a arrêté d'investir en fin de l'année dernière, en Q3, parce qu'il y avait tellement de dossiers qui étaient n'importe quoi qu'il y a un moment, il faut s'arrêter. Il y a une telle décorrélation entre les marchés publics et privés que ça ne marche plus. Aujourd'hui, des boîtes comme Horowitz rachètent des stocks de boîtes listées parce que ça présente des meilleures opportunités pour elles d'acheter des boîtes listées qui sont complètement passées à la cave que d'acheter des boîtes privées, quoi. Donc, on a vraiment une inversion par rapport à ça. Et vous, c'est ce que vous faites? Juste, vous, pour le coup, il y a une fenêtre d'opportunité aussi pour vous à ce niveau-là? J'ai pas compris la question. Bah, ce que je veux dire, c'est qu'on voit que justement certaines entreprises ne valent pas grand-chose, enfin leur valorisation a Hein. fortement baissé. Est-ce que pour vous, ce serait aussi, une fenêtre d'opportunité pour faire d'autres C'est une fenêtre acquisitions? d'opportunité pour nous tout court, c'est-à-dire que nous, on rachète nos Mmh, titres, sur le marché, en quoi. plus. Parce que, OK, en plus, d'accord. nos titres aujourd'hui, je pense que notre titre vaut 60% de son net asset value, donc on n'a pas, donc on peut racheter notre titres pour le bénéfice de nos actionnaires, quoi. Donc il y a quand même une opportunité à faire intéressante. Maintenant, si on n'a pas tellement vocation, je pense qu'on a un peu d'activité VC, mais je pense qu'en investissement stratégique, c'est soit faut qu'on ait une participation très très grosse, parce que sinon ça vaut pas le coup pour nous de passer du temps sur les dossiers, quoi. C'est-à-dire, si on veut passer du temps sur les dossiers, il faut qu'on puisse avoir un upside important pour nos actionnaires. Donc posséder quelques points d'une boîte, enfin ça n'a pas vraiment d'importance. Et c'est ce qu'on a fait avec Flowbank en Suisse, où on a vraiment pris une participation de 32% pour avoir vraiment une capacité à pouvoir parler avec le management de manière très très transparente, mais deux, que notre temps soit aussi rémunéré pour nos actionnaires et pour nous, quoi. OK, OK, OK. Non, mais très clair. Et alors, on parlait de Coinbase. Bon, ça fait, quelques semaines, et même, en fait plusieurs mois qu'on parle, beaucoup des stablecoins, un sujet qui n'était pas forcément connu, du grand public. Coinbase back l'USDC, bah, qui est un énorme stablecoin, dollar. Certains redoutent qu'après justement ce qu'on a vu avec stablecoin algorithmique, l'USDC soit menacé, notamment parce que voilà, il fonctionne avec un système de rendement. Est-ce que c'est une crainte que tu partages? Je pense qu'il y a une crainte en général sur tous les stablecoins en général. Je pense que le Terra Luna et Terra UST a créé une sorte de, de, de peur latente par rapport au stablecoin. La peur latente vient du fait que les gens se disent, est-ce que c'est backé, est-ce que c'est pas backé, comment ça Mmh. fonctionne. Bon, je pense que ce que les gens n'ont pas forcément compris, c'est que les stablecoins en général ne sont ni plus ni moins que des énormes money market funds, quoi. C'est-à-dire que ce sont des money market funds qui marchent très très bien. Euh, alors, c'est amusant parce qu'ils ont marché très très bien dans des environnements à taux zéro. Là, d'un seul coup, on se retrouve avec des environnements à taux à 3-4% assez facilement. Et donc, sans forcément prendre des montants de risque démesurés. Donc, ils se retrouvent dans une situation financière beaucoup bien meilleure. Mmh. Euh, c'est-à-dire que des entreprises comme Circle aujourd'hui peuvent vraiment gagner de l'argent en achetant des bons du trésor américain. Donc, ça change vraiment leur business model. Ils avaient un business model qui était basé sur des bons du trésor à quasiment zéro, et maintenant ils peuvent Mmh. avoir des bons du trésor à 3%, quoi. Donc, en termes de revenus sur des milliers, là, je regarde Circle, ça fait quoi? Ça fait 55 milliards. Tu fais 3% sur 55 milliards, c'est pas trop mal, quoi. Je pense ils vont pouvoir payer leurs factures et payer leur électricité. Alors après, tu rajoutes le fait que USDC, à mon sens, est devenu USDB parce qu'ils ont eu un investissement de BlackRock assez significatif qui fait que je pense que en fait, le money manager de Circle, c'est BlackRock, et que BlackRock manage toute l'exposition en dessous. Euh, Maintenant, je pense que ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'est-ce que veut dire USDC et qu'est-ce que veut dire Tether. Alors, on peut parler des autres, hein, mais je pense que c'est Mmh. vraiment les deux poids lourds. Aujourd'hui, Tether, ça fait 66 milliards, USDC, ça fait 55 milliards. Donc, il y a quand même, bon, ça représente, je pense,
je sais pas, ça représente, je pense que Tether, Ouais. je crois que Tether, ça doit être 45% du market cap en total des stablecoins, et je pense que USDC, ça doit être 35%. Donc c'est quand même les deux gros mastodontes et les deux gros blocs. La vraie question derrière, c'est à quoi ça sert et pourquoi ils sont là. Et donc, si on repart en arrière et qu'on se met en 2016, 2017, quand vraiment Tether commence à démarrer, le problème, c'est les banques. Le problème, c'est que les banques ne veulent pas clearer, ne serait-ce que quel que soit le bout de dollar que vous voulez passer chez Bonnie en 2016. Dès que ça va sur un échange crypto, c'est foutu. Le virement est soit retourné, soit bloqué. Et donc, les fonds sont séquestrés. Donc, il y a quand même un gros problème pour les exchanges, à savoir comment elles gèrent leur liquidité et comment elles peuvent grossir leur clientèle et permettre de fluidifier les échanges. Et donc, on voit très bien que Tether a été vraiment créé dans un souci de fluidifier les échanges. Et ça se voit encore aujourd'hui, où quand on regarde je ne sais pas comment on dit ça en français, la velocity of money, voilà, la vitesse de circulation de la monnaie, de la monnaie ou de la masse monétaire de Tether, c'est aujourd'hui aux alentours de 62%. Ça veut dire qu'il y a 62% des Tether qui tous les jours tournent. Donc, donc 62% de 65 milliards, ça fait un petit paquet qui tourne tous les jours dans l'écosystème. À côté de ça, Circle, c'est 10%. Circle, c'est même pas, je crois que c'est 9% Circle. Et donc, ça montre bien que ces deux. On regarde souvent Tether contre Circle et les gens se disent que c'est la dominance de l'un par rapport à l'autre. En fait, je ne suis pas sûr que c'est une question de dominance de l'un par rapport à l'autre, c'est une question de use case. Et je pense que les gens, quand ils font du trading et qui sont très actifs sur les marchés, sont en Tether. Et quand ils disent attends, je vais rester sur je vais me mettre, je vais faire une pause et attendre, ils se mettent en Circle, en USD Circle. Et donc je pense que ce rebalancement entre les deux aujourd'hui n'est pas forcément lié, à mon sens, à un désamour de Tether pour Circle des investisseurs, parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment en Asie, qui utilisent Tether depuis des années et qui sont très contents avec. Mais plus au fait que, en fait, on se retrouve dans une position où l'écosystème qui était très très leveragé, se déleverage, et deux, se met en position d'attente pour dire qu'est-ce qu'on fait demain et quel est le nouveau trade qu'on veut faire. Et à ce jeu-là, c'est Circle qui est la position d'attente. Donc je pense que c'est un problème de dynamique de marché. Et la qualité de la réserve de Tether est quand même souvent critiquée. A priori, elle s'est quand même bien améliorée. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui, de la qualité de cette réserve? Et il y a un effet fantasme sur Tether. Je pense qu'on a toujours besoin d'avoir quelqu'un sur qui taper. Il ne faut pas oublier que Tether, avant d'être le vilain qui est dépeint par tout le monde ou par beaucoup, a surtout enlevé un énorme caillou de la chaussure de beaucoup d'investisseurs, et que d'un seul coup, les gens pouvaient faire des transactions qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Il y a beaucoup de gens qui ont pris leur profit en crypto, en Tether, et qui sont très contents de rester en Tether. Si tu réfléchis à tout, il y a eu beaucoup de mining fait en Chine, par exemple, pendant des années. Tous les gens qui ont pris des profits sur du mining en Chine, en général, ils sont restés en Tether parce qu'ils ne peuvent pas ramener l'argent en Chine. Il y a beaucoup de gens Tether a rendu service à énormément de gens. Enfin, tu vas à Singapour, tu peux payer ton taxi en Tether. Tu ne veux pas payer en Circle, c'est sûr et certain. Et donc, il y a une pénétration, mais ça se voit. Tu as une petite préférence, Jean-Marie? Tu n'exprimes pas une petite préférence là, entre les deux? Non, c'est pas une question de préférence, c'est une question. Je pense qu'il y a je pense qu'on tape trop fort sur Tether. Je pense que Tether prend toujours le mauvais rôle d'une manière généralisée. Alors, je dis pas qu'ils font tout parfait et qu'ils font tout bien et qu'il n'y a pas d'autres solutions à faire, mais je pense que on se demande. Enfin, la solution de dire c'est marrant, ils ne montent pas leurs réserves, ils veulent rien faire. Bon, je pense qu'ils essayent beaucoup ils essayent beaucoup de faire quelque chose pour être meilleur de jour en jour. Ce qui est souvent oublié, c'est quelle serait la pression de Wall Street en général sur leur contrepartie bancaire si elle venait à se mettre au jour. C'est-à-dire que Tether est connu pour travailler avec une banque aux Bahamas. Bon, c'est pas la banque aux Bahamas qui gère la trésorerie, quoi. Donc, à un moment, il faut être réaliste. Maintenant, ces banques beaucoup plus importantes qui aident Tether au jour le jour, si elles venaient à être disclosées publiquement, est-ce qu'elles n'auraient pas elles-mêmes des pressions incroyables de X, Y ou Z? Donc, il
Donc, je ne pense pas que Tether soit juste dans une position où ils soient les seuls à pouvoir prendre cette décision. Après, quand on parle d'audit, alors, on peut parler longuement d'audit parce que CoinShare est audité depuis 2014. On a eu la joie d'avoir un audit qualifié par KPMG en 2014 parce qu'ils ne comprenaient pas comment calculer une position future en crypto. Euh, donc, euh, donc, je ne pense pas qu'il faut être. Et depuis, on a toujours eu des audits clean, mais c'est-à-dire que les boîtes d'audit sont aussi pas les meilleures pas les meilleures sur le sujet. Et puis à la fin, il faut trouver le partenaire de la boîte d'audit qui n'a pas oublié ses feutres pour signer le contrat, qui n'a pas oublié l'imprimante pour imprimer les comptes, parce que c'est sa signature au final. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de signer ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait leur travail ou leur recherche pour être confortable avec ce genre de choses. Donc, il n'y a pas beaucoup de boîtes d'audit aujourd'hui qui vont dire ouais, on est d'accord pour mettre notre réputation en jeu là-dessus. Quoi. Donc, si vous regardez les boîtes d'audit qui bossent en crypto, il n'y en a pas beaucoup des boîtes d'audit qui bossent en crypto. Donc, je ne pense pas que taper sur Tether, ça soit vraiment une solution. C'est une solution de facilité, c'est un clickbait extraordinaire, mais je ne suis pas sûr que ça soit complètement aligné avec la réalité du marché. D'accord. Mais quand même, j'ai l'impression que moi, la dynamique, elle est surtout du côté de Circle en ce moment. Ils ont annoncé récemment un stablecoin euro. Toi, tu le vois comment? À quoi ça va leur servir de lancer un stablecoin euro alors que finalement tout le monde s'est habitué à l'USDC, enfin plus globalement au stablecoin dollar? Alors, bon, alors, on va me dire que j'ai une préférence Tether, donc je ne vais pas dire ça comme ça. Je vais reformuler mon point. Il lance tu parles de Circle Euro, enfin, il y a un Tether Euro depuis 2017, donc c'est Oui, oui, pas. bien sûr, mais qui n'est C'est pas pas très utilisé, hein. Bah, il n'est pas très utilisé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exchange, il n'y a pas beaucoup de volume de trading en euros en général. C'est que Mm. aussi bien l'euro que le sterling, c'est pas vraiment des devises qui sont des devises qui ont pris un essor massif dans les cryptos. Alors pourquoi? Alors la raison, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'essor massif, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de plateforme de plateforme entre guillemets spécifique en Europe. Bitpanda est arrivé super tard. Kraken était à un moment donné européen, a très très vite basculé sur un focus US. Voilà, Bitfinex peut être de manière. C'est quand même des boîtes internationales, c'est pas des boîtes qui ont des focus européens spécifiques. Donc, en général, et le problème d'après, c'est que les banques européennes ont toujours bloqué, quoi. Il y a eu beaucoup de blocages sur les banques européennes pour avoir des comptes pour les exchanges, alors que Silvergate a réglé le problème il y a très très longtemps avec ses signatures aux US. Quoi. Donc depuis 2017, faire de la transaction en US dollars est très très facile, mais faire la transaction en sterling ou en euros, c'est toujours impossible, ou quasiment impossible. Alors ça s'améliore, il y a des banques françaises, il y a des banques suisses comme Flowbank qui deviennent beaucoup plus pro crypto, mais ça, c'est quand même très très nouveau comme phénomène. Du coup, les volumes, ils ne sont pas restés là. Quoi. Les volumes, ils sont là ailleurs. Donc, il y a une volonté d'essayer de soutenir ça. Et puis, il y a quand même toute une thématique autour de l'euro et autour de Circle et autour de Tether qui est autour des paiements et de la transaction. Quoi. Est-ce qu'en ayant un euro, stablecoin, est-ce qu'on peut aider à faciliter les paiements en Europe? Quoi. Il y a aussi ce côté-là. Je comprends bien, mais ça répond pas tout à fait à ma question, hein. C'est pourquoi Circle se lance dedans maintenant? Bon, il y a quand même deux choses. Il y a, bon, un, je suis pas actionnaire de Circle, et deux, je suis pas administrateur de Circle, donc je réponds d'un point de vue purement externe. Mais je pense qu'il y a toutes les banques centrales sont très très accros sur CBDC et comment CBDC va se mettre en place. Et il y a un moment, je suis pas sûr que ces banques centrales vont simplement reconstruire un modèle toute seule ou faire un partnership avec quelqu'un qui va les aider à être leur partenaire technique en fait. Et je pense que le fait de voir un CBDC, d'avoir un cercle euro ou un cercle sterling ou un cercle, peu importe, d'un point de vue business développement, aide énormément à la discussion avec une banque centrale de dire mais regardez, on le fait déjà, peut-être qu'on peut l'adapter et le rendre meilleur pour que ça feed vos données. Mais on a déjà un business case et un use case et il y a un proof of concept. Quoi. Donc,
c'est un argument marketing avant d'être un argument commercial, je pense. Parce Ok, que d'un point de vue commercial, on a déjà vu, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de traction sur les stablecoins en dehors des stablecoins sur l'US dollar. Euh, donc la question d'après, c'est est-ce que c'est pas un argument, à mon avis, c'est plus un argument commercial de business développement. Enfin, d'accord. c'est un argument de business développement qu'un argument purement commercial Ok. de revenus. Ok, non, non, mais c'est intéressant parce que quand même globalement, ces dernières semaines, on a vu pas mal d'analystes, de consultants, même d'acteurs de l'écosystème qui mettaient en avant un problème qu'on peut assez facilement comprendre, qui est celui de la souveraineté européenne, avec eh bien un acteur aussi puissant que Circle, qui est un acteur américain et qui, avec leur réseau, pourrait justement développer un stablecoin euro potentiellement plus utilisé sur la planète que celui de Tether, qui effectivement n'est pas le meilleur exemple. On est sur des volumes qui sont relativement faibles, hein. Je crois que de mémoire, c'est quelques dizaines de millions d'euros ou à Oui, tout c'est très casser. faible. C'est Ah, très c'est très faible. faible. Alors, Euh, le point de vue de la souveraineté est super important. La question, enfin, je pense que de toute façon, si la Banque centrale européenne décide de créer un CBDC ou un stablecoin, de toute façon, ouais, je ne pense pas qu'elle ait les capacités en interne pour le faire aujourd'hui. Donc, ça passera forcément par un appel d'offres européen. Euh, bon, si par miracle, une boîte américaine venait à gagner un appel d'offres européen sur un contrat aussi sensible que la monnaie en Europe, bon, moi, je pense qu'il faut que je change de métier à ce moment-là, parce que je pense que les institutions européennes ont vraiment besoin d'aide. Euh, les appels d'offres sont censés être transparents, mais je pense qu'il y a quand même une préférence nationale ou une préférence européenne qui se mettrait en place à ce moment-là pour justement protéger un domaine réservé. Je pense que ça reste un domaine réservé. Je pense que c'est un truc qu'on a découvert quand on a acheté Napoléon en France, c'est que les cryptos, c'est un domaine réservé, hein. C'est-à-dire que je pense que demain, si quelqu'un c'est marrant parce que c'est Emmanuel Macron qui a mis ça en place, mais il y a quand même au budget, ils ont quand même un nombre de domaines réservés où l'État doit donner son approval pour pouvoir faire une transaction. Et quand on a fait cette transaction sur Napoléon, on a dû demander une approval, je crois que c'est au Trésor, on a dû demander ouais, un approval pour pouvoir faire cette transaction. Ça a pris un peu de temps, mais je crois qu'on a fait ça l'été dernier justement, et ça avait pris un peu de temps. Mais j'avais déjà été surpris de me rendre compte que finalement, les cryptos en général et la technologie blockchain, et en fait, je crois que de mémoire, c'est un peu plus précis, c'est la cryptographie en général qui est c'est ça. protégée. C'est ça. Euh, et en fait, de voir la cryptographie protégée, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de nos champions européens qui sont naturellement protégés contre une attaque de l'étranger. Donc c'est intéressant de voir l'Europe, enfin, en tout cas c'est la France, c'est pas l'Europe, mais de voir la France déjà euh, prendre des positions sur la cryptographie en général, donc qui inclut la blockchain par ricochet. Donc non, Et d'un point de vue souveraineté, et pour revenir à ta question sur la souveraineté, je pense qu'il y a je pense que oui, tu as raison, tu pourrais voir Circle comme une attaque à la souveraineté européenne. Maintenant, je pense que s'il y avait un vrai projet de CBDC, je pense qu'il y aurait un acteur européen qui se mettrait en place Mm. et qui serait le partenaire technique sur ce genre de choses-là. Et je pense, enfin, non, je pense pas, et j'ai pas de certitude par rapport à ça, mais ça, je vois pas la Banque centrale européenne se faire un partnership avec un protocole. Je pense que ça sera un partnership avec Thales ou une boîte de cette envergure qui derrière gérera les relations avec les protocoles ou des choses comme ça. Je pense pas qu'il y ait les compétences en interne aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, à la Banque centrale européenne pour pouvoir gérer quel protocole serait le meilleur pour faire ça, quoi. Donc, d'accord. mais bon, les grands Et champions européens, les grands champions français, entre guillemets, de la, de la, de la cryptographie en général reste Thales. Bon, alors après, évidemment, Ledger est un énorme champion là-dedans aussi. Mm. Il y a d'autres acteurs, mais bon, l'acteur de taille, c'est des mecs comme Thales ou Gemalto qui sont quand même des très, très, très gros acteurs mondiaux et de référence, quoi. d'accord. Et vu qu'on parlait des stablecoins, là,
Et moi, ça me donne envie de revenir un peu à ce qu'on disait au début, tu vois, les stablecoins algorithmiques, hein, comme l'UST. Mhm. Est-ce que là, à ton avis, ils sont définitivement morts et enterrés? Est-ce qu'on n'en entendra plus jamais parler de ces projets qui, en apparence, sur le papier, sont hyper passionnants, mais on a vu qu'ils avaient leurs limites? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que DAI encore, peut-être que je me trompe, hein, mais je crois que DAI, c'est algorithmique, hein, Non, DAI, Non, on le met dans la décentralisé. catégorie des décentralisés, ouais. décentralisé. Ok, bon. Après, après, il y aura toujours des expérimentations, hein, donc tu peux pas. Ça fait partie du progrès. Et donc, je sais que Vitalik travaille sur un projet de stablecoin décentralisé, de stablecoin algorithmique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent essayer de craquer cette énigme. Maintenant, il faut laisser l'innovation venir. Je pense que les utilisateurs le regarderont de manière beaucoup plus, euh, on va dire, cynique, en disant attends, on a déjà vu ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que les gens ont une mémoire très courte et qu'un accident est vite oublié et qu'on peut passer à autre chose très, très rapidement si, s'il y a un incentive extraordinaire sur ce nouveau stablecoin. Donc, c'est tout à Ouais. fait possible qu'on se retrouve avec un nouveau algorithmique stablecoin dans quelques années. Euh, bon, je pense que les gens feront leur devoir un peu mieux. Ouais. D'accord. Pour- Ouais, non, bah, pour le coup, effectivement, tu soulèves un point qui est assez intéressant sur les marchés, c'est que, indépendamment de la déflagration autour de l'UST, bah, voilà, il y a encore tout un tas de projets de stablecoin algorithmiques qui se développent. Et effectivement, bah, on peut s'interroger de savoir ce que vont devenir en fait ces stablecoins, parce qu'il n'y en a aucun qui était de la taille de l'UST. Et puis voilà, on parlait du DAI, qui est pour le coup un stablecoin décentralisé. Avec Greg, on avait eu un responsable du DAI, hein, pour qu'il nous explique un petit peu ce qu'il pensait de ce qui s'est passé avec l'UST. Pour lui, la page est définitivement tournée. Et effectivement, comme le disait Greg, c'est très intéressant techniquement, mais en réalité, il y a un problème de marché, c'est-à-dire que dès qu'il y a trop de variations, en fait, on n'arrive pas, enfin, en tout cas, ils n'ont pas encore trouvé la bonne solution. Est-ce que tu penses que bah, les choses vont être totalement claires là, dans les mois qui Ah non, viennent mais et que finalement. c'est absolument certain qu'il y a un énorme problème sur les stablecoins algorithmiques. Ne pas le reconnaître, c'est des illusions. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y a des chercheurs qui sont là pour chercher Ouais, et qu'il y a beaucoup de gens qui vont continuer à regarder comment pouvoir. C'est un peu le Graal, quoi. Si on pouvait, si quelqu'un arrive à trouver une formule pour faire marcher un stablecoin algorithmique, c'est extraordinaire. Mais maintenant, moi, je n'y crois pas tellement. Je pense que ça fonctionne très bien dans un cycle haussier où la confiance règne. Je pense que le moment où la confiance a entamé, je pense que c'est un effet en cascade terrible. Maintenant, ça n'empêche pas les gens de chercher. Il faut laisser l'innovation. C'est comme ça que l'innovation se passe. C'est parce que les gens continuent à chercher. Et peut-être qu'en faisant des recherches sur un stablecoin algorithmique, ils vont trouver autre chose. Donc, tu ne peux pas brider l'innovation. Laissons les gens chercher. Et s'il y a des projets de stablecoin algorithmique, il faudra les regarder et voir pourquoi ils sont différents. D'accord. Et pour les lecteurs et les auditeurs de The Big Well, est-ce que tu pourrais dévoiler quels projets sur lesquels CoinShare est positionné sur le moyen long terme? Un petit effort. on a attendu Non, la fin pour la je poser. peux pas trop parler de ce que fait CoinShare. Tout ce qu'on fait est public. Tout ce qu'on fait est disclosé dans nos earning calls et dans nos différentes publications en ligne. C'est là où il faut que je m'arrête parce que d'ailleurs, je vais faire venir la compliance sur le call la prochaine fois, Raphaël. Tu pourras avoir une discussion avec eux. Non, Tant pis, on aura essayé. Bon, en tout cas, on te non, remercie. mais enfin, nos gros projets, pas en tant que, en dehors des protocoles, on a un gros axe de développement sur le consumer. Euh, on revient en Europe de manière assez solide. On est en train de remonter un bureau à Paris qui est un bureau. On n'était pas invité à Choose France hier soir, mais on monte un bureau à Paris qui est quand même assez solide. Donc non, on fait des choses, on fait des choses bien et on essaye d'apporter, de faire grossir CoinShare progressivement et sûrement. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci beaucoup d'avoir participé à la première édition de The Big Well Insight. On espère que tout le monde a passé un bon moment. On espère que tu as passé un bon moment. Nous, c'était le cas en tout cas. C'était vraiment passionnant. On a fait vraiment un Ouais. tour de marché
voilà, assez complet, bon, avec beaucoup de. On a abordé, tu vois, sans phare, hein, tous les problèmes qui se passent actuellement. C'est sûr qu'on aimerait se parler dans de meilleures conditions dans quelques mois. Mais en tout cas, là, je pense que le tour était vraiment complet, hein. Voilà, merci de Ouais. m'avoir eu.